ça prend aussi un meilleur partage de nos infrastructures. Tout le monde paie pour l'entretien des infrastructures, qu'on soit piéton, usager du transport en commun, cycliste ou automobiliste. J'ai mal à ma ville. Même si on est nombreux à aimer Montréal, parfois on a l'impression qu'elle nous aime pas beaucoup en retour. L'accumulation des déchets, les trottoirs glacés, le chaos pour les automobilistes. Qu'est-ce qui se passe? Qui est supposé s'occuper de quoi? On va essayer de faire la lumière là-dessus aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît la ville comme le fond de sa poche. C'est le porte-parole de Montréal, Philippe Sabourin. Depuis 25 ans, il en a vu passer des administrations. Il a toujours réussi à rester impartial et surtout, il aime sa ville, puis ça paraît. Bonjour, Philippe. Bonjour, Patricia. Hey, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait 25 plaisir. ans? Ça fait 25 ans, vraiment? Plus de 25 ans. Mais pas comme porte-parole. Non? OK. Non, je suis arrivé comme porte-parole en 2017. Ah, ben j'allais justement te demander comment ton rôle a évolué, puis qu'est-ce que tu fais exactement, là? C'est une fonction qui est nouvelle dans l'administration, ça n'existait pas. OK. Donc, autrefois, ce qu'on prenait, c'est des directeurs de service. Ouais. Donc, on les dégageait de leur activité courante et ils faisaient de la TV, le temps d'un événement. Mais en même temps, c'est pas normal qu'une organisation de 28 000 employés ait pas quelqu'un dont la fonction précise est de transmettre l'information. Informer, rassurer, accompagner, créer un sentiment d'appartenance, puis d'avoir une signature aussi qui est commune. Autre avantage pour une organisation d'avoir un porte-parole, c'est de pouvoir parler de façon générale sur plusieurs infrastructures en même temps. On le sait, on parlera tantôt peut-être, si on ne peut pas l'éviter, des chantiers. Absolument. Mais dans un chantier, il y a des canalisations de l'eau, Oui. donc c'est un service spécifique. Il y a des infrastructures de voirie, il y a des télécommunications, la géomatique est impliquée. Donc, on le voit que c'est une multitude d'intervenants qui travaillent à améliorer le service aux citoyens ultimement. Mais toi, il faut que tu saches tout. T'es vraiment une encyclopédie, là. T'as pas le choix. J'apprends tous les jours. Oui. Je rencontre des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, qui ont à cœur de servir le citoyen. Je pense qu'on a ça en commun, la volonté dans la fonction publique, en tout cas montréalaise, parce que c'est elle que je connais, de servir l'autre. Oui, ça paraît que t'aimes ta ville. Ça, c'est sûr. J'adore. Mais les problèmes, comment toi, tu les vois, de ton point de vue? On va les prendre un à la fois, Oui. parce qu'il y en a plusieurs. Mettons qu'on commence avec, justement, les déplacements automobiles, les chantiers, tout ça. Ah oui. De ton point de vue, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est pire? Si on regarde le volume de chantier, d'une part, il y a une chose qu'on ne remettra pas en question, c'est qu'il y a un besoin. Il faut s'occuper des canalisations avant qu'il y ait des dégâts, parce que si on Les geysers. Oui, entre autres. c'est parce que là, on est dans l'action immédiate, urgence, désorganisée, ça coûte plus cher, ça a des impacts pour tout le monde. Alors que quand on les planifie, on peut diminuer les entraves, dire à nos partenaires, on s'en va ouvrir telle rue. Avez-vous des interventions à faire, vous autres? Quand je parle de partenaires, là, je ne sais pas si vous avez une grosse famille, Patricia, mais chez nous, Moyenne. c'est une grande famille. J'imagine, hein? Les infrastructures de rue, c'est une trentaine d'organismes qui travaillent dans le souterrain, dont on est propriétaire, ils sont locataires du souterrain. Donc, on s'organise pour quand on fait des travaux, d'aviser tout le monde, de leur dire à Gaz, qui s'appelle maintenant Énergie, Hydro-Québec, les télécommunications, on s'en va à cet endroit-là. Avez-vous les interventions? Si oui, on va les planifier ensemble, on va les coordonner, puis on va intervenir une fois, puis tout sera changé en même temps. Ça c'est s'appelle... pas juste un idéal. Ça se fait vraiment. Ça s'est pas toujours fait comme ça, là. C'est somme toute récent. Il y a 5 ans, on s'est donné une plateforme qui s'appelle Agir, qui nous permet de partager le contenu avec nos partenaires. On est une trentaine. Mais imaginez-vous. Ah non, c'est toute une gestion. Mais là, non, mais ça, c'est une famille sûr. de 6 qui partagent la même salle de bain. Je veux dire, c'est sûr que ça prend de la planification, ça prend de la coordination. Dans tous les départements, sinon, là, ça marche pas. C'est ça. Puis des fois, on peut aller à la salle de bain ensemble, dépendant de nos liens familiaux, tu sais. Alors, le couple peut partager la salle de bain, mais c'est pas possible quand c'est un adulte et un enfant, évidemment. Donc, chacun à tour de rôle, on intervient ou encore, on le fait de façon coordonnée. Sur des chantiers. Oui. Vous trouvez qu'il y en a beaucoup? Oui. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait il y a 15 ans, c'est sûr. Parce qu'on prévient, si je comprends bien, pour éviter... On essaie de... Les installations vieillissent et tout ça, là. Il y a plus de chantiers qu'avant parce qu'on a plus de besoins. Pour vous donner une idée, la mesure, entre les années 90 et 2000, il y avait à peu près 16 millions pour les infrastructures de l'eau uniquement. On est dans l'ordre de 600 millions là, en ce moment. Ah oui, quand même. Si vous avez l'impression qu'il y a plus de budget. travaux. Oui. C'est bon, c'est une bonne nouvelle. Encore plus de budget. Il y a des travaux aussi en conséquence. Donc oui, il y a plus de chantiers. Oui, ça exige
ça exige plus de planification, Ouais. surtout si on veut se déplacer en auto solo. Mais- Oui, ça prend... il faut être capable de naviguer à travers toutes ces C'est entraves-là ça. qu'on a sur le Parce que terrain. là, on a parlé de la communication entre les différents organismes qui s'occupent d'un chantier. Mais la communication entre les chantiers, pour Oui. éviter qu'on arrive dans un détour, puis qu'on fasse un détour du détour, puis un troisième détour parce qu'il y a un autre chantier juste à côté en même temps. Oui. Cette communication-là, des fois, on a l'impression qu'elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite, mais le problème, c'est qu'ils ont un contexte où on contrôle pas tout. C'est comme si on joue à un jeu de Tetris. OK? C'est ça, Oui. la construction. C'est qu'on essaie d'arrimer puis de planifier 5 ans en avance tous les travaux à exécuter dans un secteur. Après ça, on va tomber sur le terrain en réalisation. On va faire la coordination de chantier. Mais il s'agit qu'il y a un chantier prévu Oui. dont on n'a pas obtenu le financement ou pour une raison autre, il ne peut pas se faire parce que le contrat est arrivé beaucoup trop haut par rapport à notre estimé, à ce moment-là, le chantier va être reporté à une année ultérieure. Et là, il faut refaire toute la programmation et la synchronisation dans un secteur donné. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'image d'un jeu de Tetris, Ouais, c'est pas on a évident. plusieurs morceaux à placer en même temps, Oui. mais c'est un environnement qui n'est pas fermé où on a des variables qu'on ne contrôle pas. Mais pour ce qu'on contrôle, on le fait très bien. 5 ans d'avance, on commence à planifier nos projets, on dit à tout le monde nos intentions, puis on se rapproche de la réalisation. Et l'année de la réalisation, on se coordonne dans un secteur. Puis c'est pas juste de coordonner des chantiers, parce qu'on est festif sur un moyen temps. On a 25 rues piétonnes Oui, au mais c'est minimum. ça c'est l'autre question. Là. Des événements qui font rayonner Montréal. Mm. Puis on veut que tout ça fonctionne aussi avec notre calendrier de réalisation des travaux. Bon, OK. Si on revient au chantier, juste une petite dernière question, parce qu'il existe quand même, malgré toute la bonne volonté, on en a vu des chantiers dormants, par exemple. Tu sais, je pense à Infoman, là, qui avait inventé un faux chantier, puis que Oui. finalement, ça a pris 2 semaines, avec même plus que ça, avant Oui. qu'ils disparaissent. Ça existe. De moins en moins. Parce qu'on s'est donné des règles. La règle du 5 jours. Un chantier qui est pendant 5 jours sans travaux, Oui. on peut le démobiliser. Bon. On peut se présenter sur place avec l'escouade mobilité puis dire ça suffit, ramassez vos petits, vos Ah claques oui. et partez. Parlons-en donc 5 jours, de l'escouade inaction. mobilité, justement. Ça a été mis sur pied à quel moment déjà? Autour de 2000, dans les peu années près. 2016, 2017. OK. Est-ce là, qu'on a de vu mémoire. quelque chose de concret par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une Absolument. belle amélioration? Oui. 90 des interventions de l'escouade, c'est exécuté en simultané. OK. Donc, dans 90 des cas, l'escouade débarque sur le chantier, exige de l'entrepreneur des modifications et c'est appliqué. Donc, il y a ça d'une part. Peut-être juste rappeler ce que c'est exactement. là. Ben, l'escouade, c'est des gens qui sillonnent notre réseau à partir de 5 heures le matin. Ils vont travailler jusqu'en début d'après-midi et leur objectif, c'est d'aller s'assurer qu'il y a une conformité sur le plan de... Un chantier, ça prend des plans de signalisation, Oui. ça prend des autorisations, ça prend un permis. Alors, il y a beaucoup de conformité à faire. C'est beaucoup ça sur les chantiers, mais c'est aussi beaucoup des gens qui se donnent des droits comme c'est pas possible. On se stationne dans une zone illégale parce qu'on a un petit déplacement pressé. à faire, on est pressé. Ouais. Puis là, on entrave la voie publique. Alors, nos gens d'escouade, ils sillonnent les voies prioritaires, nos grands axes, et ils s'assurent que, par exemple, une voie réservée Oui. au transport en commun, au covoiturage, bien, qu'elle soit respectée. Oui. Si on a quelqu'un qui se stationne là, ben, On peut plus rien faire, t'as là. beau avoir la meilleure Ouais. des voies réservées, t'as pas de gain en efficacité. Donc, c'est ça le rôle Donc, ça, de c'est un bon l'escouade. coup. Oui, Hein? absolument. L'escouade mobilité, Ils bravo. ne travaillent pas tout seuls. On Ouais. parle jamais des inspecteurs en arrondissement. Hey, Ville-Marie en ont 17. 17 qui se promènent sur le domaine public puis qui font de la conformité avec les plans, les devis qu'on a. Par rapport au chantier Ben encore. oui, parce que si on te donne un permis, Ouais. encore faut-il que tu le respectes. Ah, il y a ça, on par a encore exemple. des gens délinquants. Ouais. Avant, il n'y avait personne pour se promener avec le fouet. Là, on l'a. On a Ouais. des inspecteurs, puis on a l'escouade mobilité, entre autres. OK. Bon, avant de parler des festivals, parlons du Oui. Festival des Cônes Oranges. Non, mais hein, c'est le fun maintenant. Cônes Oranges, j'ai rendu des mots officiellement acceptés Oui. dans le petit Robert. Êtes-vous fiers? Absolument. Ben pourquoi Ça met pas? Montréal sur la carte internationale. Et qu'on aime Montréal, hein? Oui. Puis on les aime avec la diversité qui vient avec, Ben parce oui. que c'est une de nos valeurs, la diversité. Puis on en a des cônes relativement nouveaux, des plus sveltes. Ah oui, Ils hein? sont pas tous bedonnants comme Non. les vieux TRV-10. là. Les petits sveltes TRV-7, c'est leur petit surnom. OK. Ils sont mignons, tu sais. Ah. Mais on n'a pas besoin d'avoir des nuisances Oui. autour d'un chantier, en plus du chantier. Alors, on s'est doté d'une charte des chantiers. Mm-hmm. On abrille souvent nos chantiers, on va les maquiller, les abrier, c'est-à-dire qu'on va installer des clôtures, on va les draper, on va installer des cônes plus petits, les nouveaux TRV7. Ouais. Mais ça relevait
du gouvernement du Québec. C'est étrange, mais on ne pouvait pas nous-mêmes changer nos comptes. Ah oui, hein? Alors, on a eu la complicité du gouvernement du Québec pour avoir des comptes qui répondent mieux à notre souci esthétique, aussi en ville, d'une part. Par ailleurs, on a aussi obtenu du gouvernement du Québec la possibilité de réduire de moitié le nombre de comptes. Fait que là, désolé pour les comptes, mais on a coupé en deux le nombre de comptes en amont d'un chantier. Puis c'est pas juste visuellement l'impact. L'impact, c'est aussi pour des commerçants qui, autrefois, parce qu'il y avait un chantier dans 2 coins de rue, ben le commerçant, il perdait son stationnement pour ses clients. Ben, on a vu des commerçants fermés quand il y avait des rues complètes. Je pense à Saint-Denis, à un moment donné, qui a été longtemps en rénovation puis qui a perdu beaucoup de Oui, mais qui s'est métamorphosé et ça va très bien sur Saint-Denis ces temps-ci. C'est difficile de faire le bonheur de tout le monde en même temps, hein, évidemment. Vrai. Donc, justement, on parle des automobilistes, les piétons, les festivals, les cyclistes. C'est quoi les priorités? Comment on fait pour gérer tout ce casse-tête-là sur un même territoire? C'est beaucoup de travail, hein? Oui, parce qu'on veut rajouter des Bixi. Ben, on enlève des places de stationnement. Oui. Il y a des choix qui doivent être faits. Qui fait ces choix-là? Bien, les choix sont de plus en plus orientés avec notre vision, qui est une vision zéro. Hein? On veut limiter le nombre d'accidents. On protège les gens les plus vulnérables. Fait que c'en est une façon de les partager puis de venir se positionner pour prendre une décision. J'ai l'impression que des fois, on se dit, la meilleure façon de ne pas faire d'accident, c'est en n'ayant plus d'automobilistes à Montréal. Oui, pas nécessairement. On a l'impression que oui, on veut évidemment inciter les gens à utiliser les transports en commun, les Bixi, les taxis, mais il y a des automobilistes qui n'ont pas le choix, là, évidemment, qui ont des enfants amenés à l'aréna avec 3 poches de hockey ou qui ont un travail atypique, qui doivent se déplacer 3 fois dans la journée. Quand on investit déjà dans une auto, on ne veut pas non plus payer 100 $ par mois de passe d'autobus. Et en tant qu'automobiliste, je vais le dire, hein, ça paraît dans ma passion, des fois, on a l'impression qu'on est vu comme des paresseux qui manquent de bonne volonté. Mais c'est un fait qu'on n'a pas le choix quand on a, comme je le disais, un travail qui demande des déplacements ou un budget limité. Est-ce qu'on tient compte vraiment des besoins des automobilistes ou on se dit, s'il y en avait moins, ça réglerait tous les problèmes? Non. Je pense qu'il faut en tenir compte, mais en même temps, ça prend aussi un meilleur partage de nos infrastructures. Tout le monde paie pour l'entretien des infrastructures, qu'on soit piéton, usager du transport en commun, cycliste ou automobiliste. Donc, un meilleur partage. On sait qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour le transport actif. On sait que plus on a d'espace sur les trottoirs, plus on va avoir de piétons. Même chose pour les pistes cyclables. Donc là, il y a des gains à aller faire. Actuellement, on est à 1085 km de pistes cyclables. Si on regarde le réseau routier, lui, il y a 4100 km. Donc, on en a déjà beaucoup pour les automobilistes. Maintenant, moi, je t'inviterais à prendre un petit cocktail de transport. Essaye-le. Tu te déplaces un peu en voiture vers un stationnement incitatif. Après ça, pourquoi pas essayer le REM, essayer le SRD. Ne serait-ce que pour des raisons de budget. Si on paye notre auto, qu'on paye un stationnement, qu'on paye une passe, ça finit plus, là. À un moment donné, on fait des choix. Oui. Oui. Comme je disais aussi, ou des personnes avec des enfants et tout ça, c'est compliqué, là. Bien, c'est ça. On en convient qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de prendre l'auto pour se déplacer. Maintenant, il y a certainement un bon nombre de gens qu'on pourrait attirer vers le transport collectif parce qu'on a des infrastructures qui sont là, qui n'étaient pas là il y a 10 ans. On n'avait pas de SRB pour les gens de Laval. Là, on l'a. L'infrastructure est efficace. On peut aller prendre jusqu'à 70 000 personnes par jour. On les amène de Laval jusqu'à la ligne de métro verte, puis à partir de Pineuve, tout droit vers le centre-ville, tu as du temps de qualité à toi pour lire, pour faire tes affaires, commencer à préparer tes dossiers. Les cyclistes, on a les infrastructures qu'il n'y avait pas avant. Quand on disait, il y a 10 ans aux gens, essayez de trouver une alternative au déplacement auto-auto. Il n'y en avait pas tant. Là, on les a, les infrastructures. Fait que c'est un incitatif de plus. C'est ça. Je suis d'accord. Mais donc, tu es d'accord pour dire que tu es encore en train d'essayer de me convaincre de ne plus être automobiliste. Là. C'est pas une fausse idée que je me fais de dire que les automobilistes, on veut s'en débarrasser. En fait, la semaine dernière, j'ai mesuré, on était au début de l'été, pas encore même, il y avait quand même 50 000 cyclistes sur le réseau Express Vélo. Ça en fait du monde. Ça fait des autos de moins aussi. Ça vous laisse plus de place, ceux qui n'ont pas le choix. Là. Fait que je pense qu'il y a une solution gagnante-gagnante. C'est que ceux qui le peuvent, puis quand c'est possible, on essaye ça, le transport collectif ou encore actif.
que ce soit à pied ou en vélo. Puis on libère de l'espace pour les autres automobilistes qui n'ont pas Quand on le peut. choix. En fait, quand j'habitais dans Villeray, je travaillais dans le bas de la ville, je prenais mon vélo parce que Oui. c'était la même durée, de toute façon. En Oui. voiture, tout ça, avec le trafic, versus en vélo, en descendant tout le temps. Mais en remontant, c'était pas facile, par exemple, au niveau cardio aussi. Là. Oui. Donc, c'est encore là, pas tout le monde qui peut se le permettre Mais- nécessairement, ne serait-ce qu'au niveau physique, par C'est exemple. vrai, mais en même temps, il faut considérer qu'à Montréal, dans plusieurs quartiers, je prends Ville-Marie, par exemple, dans les quartiers centraux comme Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le nom de la Ouais. circonscription, mais dans le centre-sud, tiens, OK. disons comme ça, dans Ville-Marie, il y a plus que 50 des gens qui n'en ont pas d'auto. Oui, c'est sûr. Quand Ah, tu habites donc- dans ce coin-là, tu n'as pas le choix, justement. C'est une décision à prendre de Ben, se c'est- débarrasser de sa voiture. Ça peut être aussi Donc, un ça choix. fonctionne. Ça peut être aussi un choix C'est ça. de se rapprocher de son lieu de travail Voilà. et d'utiliser le transport, que ce soit la marche ou le vélo. Mais ça prend une complémentarité. Puis ce qui est tannant un peu, là, Oui. c'est l'espèce de rapport conflictuel qu'on essaye d'amener entre l'automobiliste, le cycliste et le piéton. On veut Je pas. pense qu'on est tous, à un moment donné, automobilistes, cyclistes Oui. ou piétons. Faut partager Puis la route. Il faut partager ça ensemble. C'est ça. Et oui, il y a des espaces qui sont aménagés qui rendent parfois la vie plus difficile à l'automobiliste, mais qui vont faire en sorte qu'on s'occupe plus de nos piétons. Je vais te donner un exemple. Les trottoirs Beden. C'est quoi Tu ça? sais ce que c'est? Non. Ils appellent ça, le terme scientifique, c'est les saillies de trottoir. Donc, à peu près à 5 mètres de l'intersection, il y a un gonflement du trottoir Oui. qu'on va fleurir. OK. Et ça, c'est parce que on est délinquants, on était délinquants. On se stationnait là, droit sur le bord du trottoir. ouais. On bloquait la visibilité pour tout le monde. Alors, d'installer un trottoir que j'appelle Beden, Oui. ben, ça te permet de fleurir, d'améliorer l'esthétique du coin, mais ça permet aussi d'avoir un meilleur dégagement. Les piétons sont plus en sécurité. Oui. Puis, ce que vous savez pas, c'est que ça rapproche aussi les deux bords de trottoir. Forcément, si c'est gonflé, les deux rayons de trottoir sont rapprochés. Donc, la distance est plus courte pour traverser la rue. Les personnes âgées l'apprécient. Oui, OK. Ouais. Non, mais c'est sûr. Puis c'est sûr que tout le monde a sa part à faire. Là. Les automobilistes doivent être un petit peu moins délinquants, comme vous dites. Là. Avec tout ça, on n'a même pas parlé de l'hiver, hein? Le Oui. déneigement. Ça aussi, comment est-ce qu'on priorise le déneigement? Ben, d'ailleurs, c'est quelque chose. Hein. Je sais que Oui. cette année, on y a goûté là, avec les 2-3 tempêtes de suite. C'est épouvantable Oui. à gérer. Comment est-ce qu'on gère le déneigement? Déjà, est-ce qu'on on tient compte de la météo qui s'en vient? On va pas Oui. déneiger dans le vide si on sait que ça va retomber 2 jours plus tard, j'imagine? Oui. Puis... Ouais. C'est beaucoup d'organisation, l'organisation de déneigement. Puis c'est le fun qu'on en parle après avoir parlé des chantiers. Puis ça me permet de rappeler que on est à Montréal ici. Oh oui, on s'attend. On part en avance. Hein? Quand on travaille à Montréal, on Non, mais prévoit du temps. ce que je veux dire, c'est que les chantiers, on peut pas y réaliser. Oui, oui. On peut pas faire de l'asphalte l'hiver. Ah, on fera oui. pas de béton l'hiver. Je me vois pas remplacer une canalisation d'aqueduc En hiver. parce que on peut pas fermer l'eau. C'est sûr. Il faut amener des canalisations Oui. pour rendre le service d'eau courante pendant qu'on répare l'aqueduc. Et ça va geler C'est l'hiver. pour ça qu'il y a plus de travaux parce qu'ils sont condensés en quelques mois seulement. Ça, c'est sûr. Oui, Ouais. on est intense. Ouais. On est intense dans nos festivals l'été. On est intense on en profite, sitôt que c'est le printemps. On se met tout en short puis Ben on en oui. profite. Donc, il y a ça, c'est vibrant à Montréal. C'est pour ça qu'on est si attractif. Donc, le L'hiver. déneigement. L'hiver, Oui. le déneigement. Ça suppose une équipe d'à peu près, je dirais, quand on la ramasse, là, c'est 3000 employés, 2200 appareils. Une tempête de 20 cm, on ramasse ça à peu près en 4 jours, des fois 5, dépendant du type de neige puis du moment où elle tombe. C'est jamais la même tempête. Mais non. Hey, je suis les équipes de déneigement depuis 2006, puis je me tanne pas. Puis c'est ouais? jamais répétitif. Donc, il faut être capable vraiment d'avoir une bonne analyse, d'une part, au niveau des prévisions. On reçoit l'information de firmes privées spécialisées pour prédire les comportements météo. Oui. Donc ça nous permet de se préparer. Après, une fois que ça commence, avant même le premier flocon, il faut savoir que nos employés, ils s'en vont se mobiliser, surtout dans les rues en pente. Alors, ils vont attendre, déjà prêts, avec suffisamment de sel, de petites roches, Oui. pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas glissant dans nos... Prévenir. Ben oui, Oui. parce qu'au centre-ville, on a beaucoup de rues en pente. Donc, il y a ça d'une part. Les rues et les trottoirs en même temps ou c'est deux équipes différentes? Non, ou c'est les mêmes équipes. OK. Les mêmes équipes, mais des appareils qui sont différents. Oui. Sur la rue, on va utiliser ce qu'on appelle un jet, donc un camion qui va saupoudrer la petite roche. C'est généralement 90 de roche, 10 de sel. OK. Pour les trottoirs, on va avoir un mélange de 50-50. Fait que ça nous prend en plus des cuisiniers Oui. qui vont préparer la mixture. OK, ben oui, Puis de la on pense pas à roche. ça.
Puis du sel, Ouais. on en prend à peu près 200 000 tonnes métriques par année. Wow. C'est énorme. Mais ça prend ça. On n'a pas le choix. Et après ça, ben, là vient la neige. On va la tasser. À partir de 2,5 cm, on tasse ça sur le côté. Quand on a une accumulation qui varie entre 10 et 15, ben là, on lance l'équipement. Donc, la grosse opération chargement. Oui. Beaucoup de communication se fait également parce qu'il faut garder un contact avec le citoyen, lui expliquer toute la gestion derrière ça, puis surtout leur demander de nous aider. Parce que ce qui nous retarde le plus, c'est des gens qui ne bougent pas leur auto. À chaque fois, ça nous ralentit 10 minutes. Des gens qui ne vont pas respecter le stationnement, ils vont se stationner Mais là, en pour angle. ça, on utilise Internet pour que les gens sachent, soient au courant. J'imagine qu'il y a des systèmes de texto. On utilise toutes les plateformes parce Ouais. que c'est essentiel que les gens y participent, qu'ils collaborent. Le travail de neige, comme d'autres travaux essentiels, collecte des déchets ou les travaux, on a besoin d'une bonne communication avec les citoyens. Ils ont besoin de bien comprendre puis de voir comment ils sont capables de nous aider. Oui. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui... Je sais que vous faites votre possible. Vous utilisez toutes les dernières technologies. Est-ce que vous prenez exemple peut-être sur d'autres pays nordiques? Est-ce que vous êtes toujours en constante amélioration pour ça? Au niveau du déneigement, Ouais. je peux vous dire qu'à travers le monde, on nous voit comme dans les meilleurs déneigeurs. Très difficile de positionner Montréal par rapport à d'autres grandes villes. En fait, il y a peut-être Moscou qui se compare un peu en termes de... Parce qu'il faut voir qu'il faut trouver un comparable Ouais. en termes de quantité. Oui. Nous autres, c'est 190 cm. Fait que là, Stockholm, c'est pas un bon comparable. Il y en a à peu près 70 par hiver. Donc, on ne peut pas comparer Montréal et Stockholm. Montréal, Moscou, ça compare un peu plus. Mais le fait est, c'est que partout à travers le monde, on nous regarde aller, Ouais. puis on nous trouve extrêmement bon. On a un jugement extrêmement sévère envers le travail qui est fait ici. Peut-être parce que nos attentes sont un peu démesurées. Absolument. Donc, Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun qu'on en parle Ouais. quand même aussi, pas pour que les citoyens ils soient au courant de comment ça se passe un peu puis qu'on se calme. Hein? C'est correct, il y a eu de la neige. On ne s'attendra pas à rouler aussi rapidement que d'habitude puis trouver des stationnements aussi facilement. Là. Ça, c'est sûr. Je Il pense faut que tout le baisser monde- nos exigences aussi un petit peu. Là, ben, de ce il faut côté-là. que tout le monde s'adapte. C'est ça. La ville en premier lieu, Oui. avec nos 28 000 employés, les 3 000 qui sont sous le chargement en particulier, mais le citoyen aussi, ne Ouais. serait-ce que de bien se vêtir. Hein? Oui. Euh, Oui, marcher plus. Par exemple, on va se stationner plus loin, on va marcher plus. C'est correct, c'est normal. Oui. On va pelleter. oui. Il reste peu de temps, puis j'ai encore 2 autres sujets que j'aimerais aborder. Oui. Les déchets à Montréal. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y en a de plus en plus dans les dernières années? On a l'impression qu'il y a une accumulation de déchets, là, qu'on en voit partout. Là. C'est à échelle variable, dépendant des arrondissements, du Ouais. type de bâti, de la densité, du type de population qu'on va avoir là. Donc, ça va varier d'un arrondissement à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a encore du chemin à faire. Notre bac brun, là, il n'est pas plein à moitié encore. Là. Il y a un gisement qu'on peut aller exploiter. Ouais. Les gens ont encore tendance à tout mettre dans le sac, à pas respecter les heures et les moments des collectes, à pas bien faire les tris et à sous-estimer le travail qu'on est capable de faire avec nos bacs bruns. Donc, les collectes, ce qu'on appelle les matières résiduelles là, ou matières compost, organiques. là? Ouais. Oui, mes restes de terre, mes matières organiques, il y en a malheureusement 50 qui s'en vont encore dans les déchets. Puis, on est dans une situation où ce qu'on appelle notre dompe, Oui. donc Les sites l'endroit où d'enfouissement. notre site d'enfouissement, le Les sites d'enfouissement. technique à Terrebonne, Ouais. ben, il commence à être pas mal Oui. saturé. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des façons ensemble d'avoir une meilleure gestion de nos déchets. Puis en fait, on dit déchets, puis c'est pas des déchets, c'est les matières. Oui, tu sais. Beaucoup matières peuvent résiduelles. avoir une deuxième vie, donc Absolument. il faut qu'on se mette. Ben, pour ce qui est du bac brun, justement, est-ce Oui. que tout le monde y a accès ou il y a des condos, des résidences pour personnes âgées, des gros blocs appartements où on ne peut pas offrir ce service-là? On est en 2025, Oui. là. C'est la dernière année où on va aller desservir les 9 logements et plus. Donc, les 9 logements et plus, on est très avancé dans le déploiement. On est en train de le finaliser. Fait à la fin de 2025, tout le monde va avoir son bac OK. brun. Mais les gens qui l'ont actuellement, on sait qu'ils le sous-utilisent. Utilisent, Oui, à peu près à 50 il y a plein de mythes autour de ça. Les gens ont peur que ça fasse, que ça sente pas bon, que ça amène de la vermine. Donc, il y a des petites règles
qui font en sorte qu'on peut avoir la vie tellement plus simple. En consultant montréal.ca, notre site web, on va vous donner des trucs pour diminuer les impacts négatifs d'un bac brun. Peut-être de commencer avec un petit bac comptoir à la maison. Oui, ça prend ça. Laisser le bac brun de la ville à l'extérieur, mais à l'ombre. OK. Oui, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Et là, à ce moment-là, c'est déjà plus facile de le nettoyer régulièrement, d'utiliser du papier. On parle du bac. Moi, personnellement, entre deux collectes, je fais partie des gros immeubles qui ont malheureusement pas de compost. Ça fait tellement de la peine. Mais je mets ma nourriture dans le congélateur, tout simplement. Tous les déchets de... Sauf qu'une famille de 6 pourrait peut-être pas faire ça. Là, ça prendrait un deuxième congélateur. Ça, c'est sûr. Ça prend un gros congélateur. Mais ça change la dynamique. Oui. Parce que souvent, dans vos immeubles de 9 logements et plus, ben, on a une trappe à déchets. Alors, on est habitué d'aller, d'ouvrir la trappe, puis là, magie, nos déchets disparaissent. Alors que là, avec le bac brun, il va falloir descendre en bas, aller faire le tri, mettre ça dans le bac. Donc, oui, c'est une logistique plus compliquée. C'est pour ça que ça a été plus compliqué à desservir. Mais les 9 logements et plus, c'est le dernier droit là, cette année. On va souhaiter que ça fonctionne. L'autre bonne nouvelle, c'est le recyclage, les bacs de recyclage. Je sais qu'ils ont amélioré un petit peu, élargi là, ce qu'on peut recycler. C'est plus facile. On n'a plus besoin de faire des sacs à sac. On peut mélanger un petit peu plus tout ça. Est-ce que depuis qu'on a changé la méthode de fonctionnement, vous avez déjà vu des améliorations, plus d'utilisation de ces bacs-là, entre autres? Bien, c'est sûr que les gens vont participer davantage parce que la règle est beaucoup plus simple. Hein? On se pose la question, c'est-tu un contenant, c'est-tu un emballage, c'est-tu un imprimé? Partant de là, si vous répondez oui, c'est parce que ça va dans le bac à recyclage. Mais après ça, nous autres, on a une nouvelle usine aussi à la Chine. Donc, l'usine est plus récente, plus performante. Et là, on a des gains vraiment significatifs à faire. Donc il y a déjà plus de... On vide plus de bacs dans ces usines-là. On se rend compte qu'il y a une différence déjà depuis quelques mois. Il y a une différence. Et on va continuer de s'améliorer parce que il y a Recycle Québec qui a son programme de modernisation pour le recyclage. Donc, on travaille avec eux aussi à développer de nouveaux outils, ne serait-ce que le bac, de voir comment on est capable de l'améliorer, comment on pourrait automatiser la collecte. Souvent, en région, ils vont utiliser des camions avec des bras qui vont soulever le bac, alors qu'à Montréal, on le fait encore plus souvent qu'autrement manuellement. Bon, là, j'ai un peu posé la question à l'envers. On a parlé des solutions en vue de la question qui était la suivante. Bien là, Montréal veut diminuer la collecte d'ordures à 1 semaine sur 2. Alors ça, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, justement, malgré l'accumulation de déchets un petit peu partout? Bien, pour l'instant, il y a 2 arrondissements qui participent là, à cette collecte qui est distanciée. Il y a Mercier-Chagnon-Maisonneuve, il y a Saint-Laurent. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation, mais fulgurante, de l'utilisation du bac brun. Parce que si on ne passe plus chercher les déchets toutes les semaines, ben, tu trouves une avenue pour les déchets de table. Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a des bébés avec des couches jetables, par exemple? Je pense qu'il y a toujours moyen de fonctionner. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une problématique de gestion et de tri qui se fait à la maison. Ensuite, je pense qu'on peut utiliser les différentes collectes qui passent, par exemple, pour le bac brun, c'est toutes les semaines. Après, on a les ordures ménagères 1 fois aux 2 semaines. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens aussi qui respectent malheureusement pas le contrat qu'on a avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une collecte, mais il y a une collecte à un moment donné dans la semaine. Mais c'est ça. Et si on ne respecte pas le jour de la collecte, l'impact, c'est que votre sac, il va être éventré par des gens qui cherchent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que justement, quand on dit qu'on a l'impression que Montréal est plus pollué, en effet, c'est parce qu'on voit des sacs puis des bacs traîner un peu partout, en tout temps, parce que les gens ils disent « Voyons, comment ça passe pas? C'est pas grave, ça passera quand ça passera. » Est-ce qu'il y a des lois, des amendes qu'on donne, Absolument. Des règlements qui s'appliquent? Oui. Donc, le fait de ne pas respecter l'heure et le moment de la collecte vous expose à une pénalité financière au-delà de 125 $ pour la première offense. Puis ça peut grimper davantage. L'impact, si vous sortez vos poubelles, par exemple, vous ne le sortez pas le jour de la collecte, ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va l'éventrer. Il va chercher des consignes. Et là, le contenu va s'en aller avec le vent. Ça peut être des animaux aussi qui vont aller jouer dans ce bac-là. Et là, à ce moment-là, on commence à avoir puis on va avoir une problématique de malpropreté. Donc, il y a ça d'une part sur laquelle il faut qu'on attire notre attention. Puis ensuite, je vous dirais que c'est assez simple à retenir. Il y a un moment à la semaine ou aux 2 semaines où on fait la collecte des déchets, vous sortez ça la veille après 20 h ou encore le matin même avant 7 h. Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir une grande confiance envers les citoyens. Il faut être optimiste pour penser que la ville va se nettoyer
Parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en application de plus que juste compter sur les citoyens? Bien, on n'applique pas juste la règle de la conformité puis de l'application des règlements puis des pénalités. Ce que je trouve intéressant dans certains arrondissements, je pense à l'arrondissement de Ville-Marie, l'inspecteur va aller jusqu'à ouvrir le sac, regarder le contenu, Oui. et si on voit que le tri n'est pas bien fait, ben on va, à l'aide d'un organisme communautaire, accompagner ces gens-là, leur offrir une formation, puis les aider à cheminer là-dedans. C'est des changements de comportement. Ça se fait pas en quelques semaines. C'est long terme. Absolument. Puis c'est sûr que oui, on peut donner des amendes, mais il y a aussi tout l'accompagnement qu'on fait derrière ça. Fait qu'il y a une réelle prise en charge. Je pense que tout le monde est animé par la valeur environnementale. Ça, les Montréalais, Montréalaises, ils souscrivent. Oui. Mais ils ont parfois besoin d'accompagnement. Puis on est là pour faire ce travail-là. On va souhaiter que ça fonctionne. Dernière question, Oui. dernier sujet, disons, qu'on voulait aborder. La gestion de certains établissements publics. Je pense entre autres au Cabaret La Tulipe. Oui. Une institution qui a dû Oui. fermer à cause d'une plainte d'une personne. Des fois, on a l'impression que les gens qui prennent les décisions écoutent celui qui crie le plus fort plutôt que d'écouter réellement le reste de la population un petit peu plus discrète. Mm. Qui prend ce genre de décisions-là? C'est quoi le processus? D'abord, on est à l'écoute. Hein? Oui. On a développé la politique, la vie nocturne à Oui. Montréal. Donc ça s'est pas fait en silo. On a travaillé avec les commerçants, avec les propriétaires de salles, avec les citoyens. On en tient compte. Il y a des politiques sur le bruit dans chacun des arrondissements aussi. On est capable de travailler au niveau de la réglementation, travailler de façon concertée avec les milieux qui sont concernés au premier chef, puis de prendre des décisions basées sur le bien-être commun, mais aussi sur l'importance de garder notre statut de métropole, de ville vibrante, attrayante, puis rayonnante. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait en ce sens-là, et on ne se doute pas de l'impact de ces consultations-là, consultations qui sont faites justement dans le but de se doter, d'adopter des politiques comme celle Mais de de la vie quelle nocturne. façon sont faites à ce moment-là? Je veux dire, comme par exemple, justement, au La Tulipe, il y a eu vraiment des manifestations. Là, il me semble que c'est assez clair que la population n'était pas d'accord avec la décision. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus écouté? Ben, le dossier a été judiciarisé. Il y a eu donc, c'est un litige. Là-dessus, c'est difficile pour moi de commenter. Mais. Faudrait éviter que ça se répète. C'est pour ça que j'en parle. Mais c'est parce qu'on se donne des balises, hein, comme la politique de la vie nocturne, comme les règlements sur les bruits, qui nous permettent de travailler avec des outils pour contrer. Quand c'est possible, des attaques comme ça qui peuvent être ciblées puis qui utilisent des voies judiciaires pour le faire. À ce moment-là, c'est sûr que on doit aussi, dans certains cas, être juste un bon joueur ou un bon citoyen corporatif. Et il faut, ça on s'entend, il faut respecter les règles qui sont édictées. Puis parfois, ça va au-delà de la compétence d'une simple municipalité. Je comprends. En terminant, Philippe, on a abordé vraiment plusieurs sujets. C'est difficile de trouver une conclusion. Si je te demandais où tu vois Montréal, comment tu vois Montréal dans 10 ans? Bien, moi, j'ai confiance aux Montréalaises, aux Montréalais qui vont, à tous les 4 ans, au scrutin, voter pour l'administration de leur choix, l'administration qui va refléter leurs valeurs, leurs projets, leur ambition pour Montréal. On est en allée électorale au mois à l'automne, au mois de novembre. On va avoir l'occasion d'aller donner un mandat à un groupe politique qui, lui, va prendre les décisions au niveau de la volonté, qui va édicter les orientations. Et j'ai pleine confiance dans nos gens tant pour que faire Philippe, là, Oui. qu'est-ce que tu imagines dans 10 ans? Peu importe qui sera élu dans les prochaines élections, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se concrétise? Moi, pour moi, ce qui est important, c'est la communication, l'échange avec les citoyens et les citoyennes. Puis, peu importe le parti qui sera au pouvoir, j'ai la profonde conviction qu'on va développer de nouvelles façons d'aller consulter les gens, de tenir compte de leur perception, de leur analyse sur le terrain, puis qu'on aura comme ça amélioré le sort de la démocratie citoyenne. Dans tous les domaines. Ce qui est fascinant au niveau municipal, c'est que nous, les citoyens, on a droit de parole. On peut changer les choses sur des projets dans notre quartier à plus petite échelle, mais qui a l'effet papillon de nous amener vers un monde qui sera meilleur, plus respectueux de
du partage, des infrastructures qu'on a en commun, plus respectueux de l'environnement, s'occuper davantage de nos espaces verts, de notre eau potable. C'est une ressource précieuse. Il faut la protéger. Puis, j'invite tout le monde à aller exercer leur droit de vote. Absolument. Au mois de novembre, il y aura les élections municipales. Merci beaucoup. Puis avec les technologies, la communication est encore plus facile. Oui. Je pense que ça reste la clé, encore une fois, la communication, ouvrir le dialogue. Et c'est ce qu'on fait ici au Montréaliste. Alors, je vous invite à continuer à nous regarder et à partager notre contenu. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que peu importe la problématique, la Ville est là pour nous écouter. Mais encore faut-il s'exprimer? Pour ça, Philippe l'a dit, il y a différentes façons de communiquer avec la Ville. On a mis des liens d'ailleurs, utilisez-les. Surtout, continuons le dialogue. C'est ce qu'on fait ici au Montréaliste. Merci de nous écouter et de partager.